On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bâtir pour soi. Un épisode un peu particulier puisque c'est un hors-série. Cette fois, pas de thématique à explorer ni d'analyse scientifique, j'ai simplement envie de me livrer à vous sans filtre. Et souvenez-vous, le tout premier épisode du podcast portait sur les syndromes d'épuisement, un sujet qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu. Et puisque Bâtir pour soi fête aujourd'hui sa première année, j'ai eu envie un petit peu de boucler la boucle en vous partageant un témoignage très personnel, celui de mon burn-out survenu en 2017. Alors bonne écoute! Le sport a toujours fait partie de ma vie et j'ai testé différents sports avant d'arriver à l'athlétisme. Durant toutes ces années d'athlétisme, de mes 10 ans jusqu'à mes 17 ans, c'est vraiment dans une optique, on va dire, de plaisir. Certes, je fais de la compétition, mais c'est vraiment avant tout parce que j'aime profondément ce sport, parce que j'y retrouve mes camarades et mes copains. Et la compétition, c'est un petit plus, on va dire. C'est vrai que j'aime profondément ça, mais j'ai jamais aspiré à faire de la haute performance et j'ai jamais aspiré à devenir une athlète de haut niveau. J'étais une athlète, on va dire, assez moyenne, ni très mauvaise, ni très bonne. J'étais vraiment, on va dire, pile dans la moyenne. J'ai jamais eu des qualités exceptionnelles et on n'a jamais détecté en moi un potentiel exceptionnel qui pourrait être exploité. Et donc je termine mes années lycée en allant à l'athlétisme 3 à 4 fois par semaine, sans objectif encore une fois de faire de la grande performance, mais juste parce que, comme la part je pense des enfants et adolescents de mon âge, c'était juste le sport que j'avais trouvé qui me convenait. Quand c'est l'heure d'aller faire mes études supérieures, j'ai une opportunité qui se présente à moi. Il s'avère que dans la ville où je vais étudier, il y a ce qu'on appelle un CREP. Donc un CREP, c'est une structure d'entraînement qui permet aux athlètes de pouvoir concilier un projet sportif et un projet, on va dire, universitaire et professionnel. Il y a un pôle France marche athlétique qui est ma discipline. À ce moment-là, j'ai pas du tout le niveau pour intégrer en tout cas ce pôle, puisque c'est déjà des athlètes qui ont un certain niveau, notamment un niveau national. À ce moment-là, j'ai absolument pas du tout un niveau national. Moi, je suis simplement une athlète de club qui certes fait de la marche athlétique et qui certes fait de la compétition, mais j'ai pas la même envie, je pense, et je suis pas du tout dans le même état d'esprit que ces gens qui sont dans ce pôle France. Malgré ça, on propose d'intégrer ce centre. Alors à ce moment-là, moi je sais absolument pas que c'est un CREPS, je sais absolument pas ce que c'est le haut niveau. En fait, je sais absolument rien de tout ça. Moi je viens d'un petit club rural où le sport c'est sympa le soir après le lycée, après le collège, mais je sais pas ce que ça fait en fait d'être un athlète, on va dire, de haut niveau. J'accepte cette proposition d'intégrer ce pôle sans savoir ce qui m'attendait, tout en ayant conscience que c'est une chance qu'on me donne d'avoir, on va dire, 1 an pour essayer ça. À partir de ce moment-là, tout va très très vite, c'est-à-dire que je passe de simplement quelques entraînements par semaine, plus dans un contexte, je dirais plutôt de loisirs, plutôt que de vraies performances. Et tout d'un coup, voilà, on me demande de m'entraîner tous les jours, tout va tourner autour du sport. Il y aurait pu avoir, je pense, 1000 façons que je déteste ça, parce que c'était pas vraiment motivé de ma part. Je suis un petit peu arrivée là par hasard, comme un cheveu sur la soupe. Il s'avère que j'adore vraiment ça, j'adore vraiment ce que je fais, j'adore découvrir le principe de s'entraîner tous les jours et d'avoir des ambitions sportives bien plus élevées que ce que je pouvais avoir en club. Assez rapidement, je prends le pli. C'est sûr que le premier mois a été assez compliqué parce que j'étais avec des personnes qui étaient déjà entraînées de façon assidue et qui étaient déjà au sein de ce pôle-là. Donc moi, je prends un petit peu le train en marche. Finalement, assez rapidement, au bout de quelques mois, j'arrive à être aussi forte que les filles qui étaient déjà là depuis un petit moment. Et au bout de 8 mois, je décroche mon tout premier titre de championne de France junior. C'est complètement nouveau pour moi. Avant ça, j'étais vraiment une athlète plutôt moyenne. Je visais absolument pas et j'étais pas en mesure de viser un podium national. Et là, je me retrouve à gagner le championnat de France junior. C'est assez incroyable et assez soudain pour moi de voir ce parcours sportif qui a évolué très très vite. Et puis, la deuxième année, la question ne se pose plus. Là, c'est évident pour moi que je vais repartir sur 1 an et que ça y est, j'ai trouvé, je pense, ma voie. La deuxième année, je change de distance et je change de catégorie. Je passe dans une catégorie où la distance est doublée et je dois faire donc du 20 km. C'est une distance, je pense, qui me fait vraiment peur, que je sacralise beaucoup, et arrivent les championnats de France. Les championnats de France se passent plutôt très bien. Je finis 3e, et c'était mon tout premier 20 km. 3e, donc c'était pour le coup de catégorie, donc on va dire élite, c'est-à-dire que c'était pas en catégorie jeune. Donc le résultat est plutôt très bon, le chrono est plutôt bon, et ça m'ouvre même les portes d'une équipe de France. Les jours passent et à l'issue de cette compétition-là, tout change et une fatigue vient vraiment s'installer. Les jours qui suivent, c'est très très compliqué pour moi d'aller à l'entraînement. L'entraînement est très difficile
Et au début, mon coach me dit simplement peut-être que ton corps a besoin de plus récupérer que les autres et faut juste qu'on lui laisse le temps. Sauf que les jours deviennent des semaines et plus les semaines passent, plus il n'y a aucune amélioration dans mon état physique. Je sens vraiment une fatigue aiguë et j'arrive vraiment pas à reprendre le chemin de l'entraînement. Dès que je vais m'entraîner, j'ai vraiment cette sensation que chaque pas est d'une lourdeur incroyable. C'est extrêmement éreintant pour moi de m'entraîner, même simplement faire une sortie de récupération, un footing, en tout cas quelque chose qui normalement est extrêmement facile pour moi et même je dirais routinier, est devenu presque impossible. Assez rapidement, on pense qu'il y a peut-être un souci de santé. Je fais plusieurs examens et c'est vrai que rien ne ressort réellement, il n'y a pas de carence, il n'y a pas d'anémie, il n'y a pas de souci. Les semaines passent et j'arrive toujours pas à retrouver, on va dire, mon énergie et j'arrive toujours pas à retrouver mon corps, j'arrive pas à retrouver les sensations que j'ai habituellement. J'ai juste une énorme fatigue et une incapacité de m'entraîner. On se rapproche de l'échéance du championnat d'Europe pour lequel je m'étais qualifiée. À ce moment-là, au fond de moi, je sais que ça va pas bien se passer parce que les semaines d'avant, j'ai été incapable de m'entraîner. J'étais vraiment dans un état assez second et c'était compliqué pour moi de comprendre ce qui se passait. Quand j'avais aussi une grande peur et même une honte de parler, de réellement aussi accepter ce qui se passait. J'étais dans un flou total et je comprenais pas pourquoi j'arrivais plus à m'entraîner. Cette compétition arrive, au fond de moi, je sais qu'il n'y aura pas de miracle. Durant l'échauffement, je suis complètement pliée en deux, c'est complètement somatique, comme si mon corps me criait qu'il fallait pas que je m'aligne sur cette compétition, que je ne pouvais pas, tout simplement. Donc même à l'échauffement, je suis incapable en fait de m'échauffer, je suis prise de sortes de crampes au ventre, complètement pliée en deux de douleur. Sur la ligne de départ, une fois que la course est lancée, en fait, assez rapidement, je me retrouve complètement dernière et encore une fois, les sensations que j'avais à l'entraînement se retrouvent. Donc je suis contrainte à l'abandon. C'est un abandon qui me fait extrêmement mal parce que c'est comme si c'était une double peine. À ce moment-là, j'ai toujours pas de réponse, surtout à ce qui m'arrive. Encore plus violent mentalement de me voir abandonnée sans pouvoir donner d'explication à quiconque. J'avais l'impression de pas être à la hauteur, j'avais l'impression de trahir mon équipe, j'avais l'impression de décevoir tout le monde aussi et de rester dans une espèce de mal-être et de flou intérieur. Après cet événement-là, on continue de forcer. Le coach me dit non mais on essaye peut-être de prendre une semaine de repos, 2 semaines de repos. Malgré le repos, dès que je retourne après à l'entraînement, il n'y a aucun changement, aucune amélioration. Je suis tout le temps dans ce même état-là. D'autres symptômes viennent s'ajouter. Par exemple, je commence à ne plus du tout ressentir la faim. J'ai plus du tout cette sensation de satiété. Ça disparaît. Je perds assez rapidement des kilos. Vient aussi une énorme fatigue chronique. Donc je me réveille le matin avec vraiment la sensation que j'ai pas dormi. Quelques heures plus tard, il faut que je retourne au lit. Je suis vraiment épuisée. S'accompagne de ça une sensation vraiment de vide. Je suis arrivée à un point où je ressens même plus d'émotion. J'arrive même plus à me dire je suis triste, je suis en colère. Je suis vraiment dans une forme de vide et de néant, d'incompréhension face à moi-même, mais aussi je vois bien que la compréhension est générale pour tout le monde. Malgré ça, je suis dans une forme aussi malgré tout, je dirais de déni ou parce que j'accepte pas cet état-là, j'accepte pas et je fais que de me dire que oui, je vois bien que quelque chose ne va pas, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je continue à m'entraîner, si on peut appeler ça de l'entraînement. Mais comme je sais que ça va mal se passer, je commence à avoir de l'anxiété et une aversion totale en fait envers mon sport. Donc c'est assez paradoxal. Je ressens un devoir envers mon sport et mon entraînement. Je me dis que je dois m'entraîner. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui s'est mise à détester et à rejeter l'entraînement puisque c'est pire qu'un calvaire pour moi d'aller à l'entraînement. Je sais que ça se passe très mal, que je peux quasiment rien faire. Mais pourtant, je dois y aller. On est rendu à 3 mois maintenant. Et à l'issue de ces 3 mois-là, je vais à un énième rendez-vous chez le médecin, donc dans le centre d'entraînement dans lequel je suis. Le médecin me dit que ça serait bien que j'aille voir la psychologue de notre centre d'entraînement. J'ai vraiment pris ça comme un affront. J'avais 19 ans et j'avais énormément de croyances autour du fait d'aller voir un psy. Je pensais que c'était forcément pour les personnes qui étaient pas saines d'esprit, les personnes qui étaient folles. Et je pensais que jamais de ma vie j'aurais pu aller voir un psy. C'était une idée qui était impossible pour moi à entendre. Je sors du rendez-vous chez le docteur vraiment énervée, je dirais même piquée au vif. J'en parle tout de suite à mon coach et je lui dis « Mais tu te rends compte, le médecin il veut que j'aille voir la psy ?» Je suis encore dans une forme de non-acceptation de mon état et je suis persuadée qu'il y a un problème qui est purement physique. J'ai même pas conçu l'idée. C'est même pas que je me ferme à l'idée, c'est que je pense que je n'ai même pas conçu que le problème pouvait venir d'autre part que le physique. Par manque tout simplement d'éducation, j'étais absolument pas au courant de tout ce qui touchait à la santé mentale.
Et en 2017, on n'en parlait malheureusement pas du tout. Puis mon coach, je pense qu'il s'est retrouvé dans un état un peu où il était désabusé de la situation parce qu'il voyait bien que ça se passait extrêmement mal, que j'allais mal et qu'on pouvait plus rien faire. On avait fait pas mal de protocoles, pas mal d'investigations, mais rien n'avait pu améliorer mon état. Et c'est suite à ça que mon coach finit par me dire « Mais tu sais, je pense que le médecin a raison, ça serait bien que tu ailles voir la psychologue du Krebs. » Et le fait que mon coach verbalise ça, c'était vraiment ma figure de référence à ce moment-là, c'était même une figure paternelle pour moi. Donc il y avait une forme de confiance absolue envers lui. Et là, j'ai accepté. Je me souviens très bien de ce premier rendez-vous avec la psychologue. Alors moi qui étais complètement dans mes idées que c'était pas du tout fait pour moi et que je n'avais pas besoin, j'avais une énorme part de déni, mais il y avait une toute petite partie peut-être inconsciente qui était vraiment clairvoyante sur la situation, parce que quand je rentre dans son bureau, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton play, tout est sorti de façon naturelle et dans un flot continu. Je me souviens m'être mise à pleurer et lui avoir expliqué tout ce qui s'est passé en 1 an et demi, mon arrivée au Krebs de façon un petit peu impromptue, la forte progression qui s'est faite extrêmement rapidement. On a beaucoup parlé et la première chose qu'elle m'a dit, donc, c'est m'expliquer que simplement ce que j'ai, c'est pas un problème qui est purement physique, mais c'est mental, syndrome d'épuisement. Mon corps, ma tête, surtout ma tête, a dit stop. C'est ce qu'on appelle le burn-out. J'avais jamais entendu parler de ce mot-là. Seul traitement, en tout cas à ce moment-là, c'est le repos total, le vrai repos total. Pendant au moins 2 mois, je dois plus du tout faire de sport, penser au sport, parler sport. Quand elle me dit ça me fait un bien exceptionnel. Je pense qu'au fond de moi, c'est ce que j'avais besoin, que quelqu'un me donne l'autorisation et me dit que je pouvais complètement arrêter le sport. Après ces 2 mois d'arrêt, elle m'a proposé de commencer réellement la thérapie. Le but, c'était de comprendre pourquoi c'était arrivé, donc les racines. Quand on fait un burn-out, le cadre dans lequel on a fait le burn-out est plutôt l'arbre qui va cacher la forêt, mais c'est jamais la cause, c'est plutôt le déclencheur. J'aurais sans doute fait un burn-out, si je l'avais pas fait dans mon milieu sportif, je l'aurais fait dans mon travail. C'est comprendre qu'est-ce que j'ai voulu fuir au point de me réfugier et au point de me tuer à petit feu dans cet environnement, dans ce métier, dans ce sport. Qu'est-ce que j'ai fui, qu'est-ce que j'ai pas voulu voir, qu'est-ce qui était si inconfortable. C'est des blessures qui sont souvent très profondes. Durant la thérapie, je me suis rendu compte que j'avais construit mon identité sur le sport et surtout toute ma confiance en moi venait et émanait de ce sport et de ces médailles et de tout ce que je pouvais accomplir dans le sport. En réalisant que finalement j'avais aucune estime de moi en dehors du sport, aucun amour de moi en dehors du sport et aucune fierté pour moi. C'était quelque part un château de cartes et c'était surtout une sorte de confiance en soi complètement biaisée, parce que c'était pas vraiment une confiance en moi, mais plutôt dans l'image que je renvoyais et dans l'image que je voulais voir. Mais cette image-là, la sportive, c'est simplement une partie de moi, c'est pas complètement qui je suis. Donc il y a eu un énorme travail sur l'identité, et pour me faire réaliser ça, elle m'a demandé tout simplement, mais c'est qui Clémence sans le sport ? À cette question-là, je me suis retrouvée un petit peu bête, j'avais aucune réponse à lui donner. Je ne savais pas qui j'étais sans le sport, je savais pas ce que j'aimais, je savais pas mes envies, je savais rien. Et surtout, je me rendais compte que je m'aimais pas, que j'aimais pas cette partie de moi quand elle me demandait d'enlever et de me visualiser sans, on va dire, cette armure, parce que c'était vraiment une énorme carapace que je m'étais construite à travers ce métier. Il y avait un rejet quelque part de qui j'étais. Et en approfondissant, je me suis rendu compte d'énormément de comportements et de schémas que j'avais envers moi qui étaient très toxiques. Comme par exemple, si j'étais malade, si j'étais blessée, si j'étais dans un jour où j'étais fatiguée à l'entraînement, il y avait encore une fois un rejet total de l'acceptation que des fois ça ne va pas bien. Je me refusais le droit d'aller mal et je me refusais le droit de me reposer. Comme si je ne méritais pas ça. Donc quand j'étais blessée ou malade, contre l'avis médical, j'allais quand même à l'entraînement et ça empirait forcément. Je me suis même retrouvée dans des situations aujourd'hui que je trouve complètement ahurissantes et presque insensées, mais je me souviens j'étais vraiment malade, j'avais de la fièvre, j'étais pas dans un bel état et j'avais rien dit, je l'avais pas dit à mon coach et j'étais partie à l'entraînement et au bout de quelques minutes, j'ai juste envie, je sens que je vais m'évanouir, quoi, que je suis pas bien du tout. Aujourd'hui, ça paraît complètement fou, je sais que si je suis malade, je vais rester
chez moi, prendre soin de moi et écouter ce qu'a dit le médecin. Et pareil, quand j'étais blessée, j'écoutais pas ce que disaient les médecins et je forçais sur un corps qui était blessé. Lors de séances où je réussissais pas les chronos, parce que dans une semaine d'entraînement, c'est normal d'avoir des moments où on sent mieux, un peu moins bien, la fatigue et l'énergie fluctuent. J'étais dans un refus total de ces jours où ça allait un petit peu moins bien. Et donc je me mettais dans une forme un petit peu d'hystérie et de colère envers moi-même. Je pouvais pleurer, je pouvais m'énerver. Des états assez extrêmes pour simplement un entraînement qui s'est réalisé, mais pas forcément comme je l'avais souhaité. J'avais complètement en fait enfoui toutes mes émotions. Et j'agissais comme un robot. J'agissais vraiment comme une sorte de... Je pense que je me voyais un petit peu comme un super-héros. En tout cas, j'avais vraiment cet archétype de il faut que je sois un super-héros et j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'avoir mal, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de dire quand ça va pas. Et j'ai vraiment intériorisé ça pendant des années. Forcément, le sport a exacerbé ça. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des symptômes physiques qui étaient là depuis plusieurs années avant de faire ce burn-out et c'est des symptômes encore une fois que j'avais banalisés et intériorisés. Les deux principaux c'était sur le plan physique, j'avais assez souvent je dirais les 2 années qui ont précédé le burn-out, pas mal de moments de surménage, de malaise, donc avec des palpitations et des malaises quand j'étais complètement au repos. Donc des fois j'étais assise en cours, j'étais chez moi dans mon lit, des moments où pour le coup j'étais calme. Soudainement, en fait, mon système se mettait complètement en alerte et complètement épuisé. Et j'avais de la tachycardie. Puis des fois, quand c'était de façon extrême, j'ai eu pas mal de malaise, notamment en cours. À chaque fois, je pensais que c'était rien, que c'était assez normal quelque part. Juste, j'étais fatiguée. Et je réalisais pas que quand on a 17 ans, c'est absolument pas normal d'être dans un état de mal-être comme ça et d'épuisement. Mais j'en parlais pas. Puis sur le plan, on va dire, plus psychique, j'ai eu de longues périodes. Je pleurais en fait le soir dans mon lit sans pouvoir identifier pourquoi je pleurais. Donc un petit peu comme un bébé qui aurait des cris de décharge. J'avais ça, je pleurais sans savoir pourquoi et de façon presque quotidienne. Et encore une fois, j'avais banalisé ça en pensant que c'était juste normal et que la plupart des gens pleuraient comme ça, sans raison apparente, alors que réellement, il y avait encore une fois un énorme mal-être chez moi que j'arrivais pas à identifier, mais qui était là. Le travail avec la thérapie, ça a été d'identifier toutes ces causes pour que ça n'arrive plus. C'est ça la clé de la guérison, c'est comprendre tous les schémas, on va dire, toxiques qu'on a pu avoir envers soi et identifier les causes profondes d'où viennent les blessures qui ont fait qu'on est arrivé dans un état comme ça. Aujourd'hui, on est 8 ans après, et en 8 ans, il s'est passé énormément de choses. Je suis passée d'une personne qui était en dissociation complète de son corps et de ses émotions, à une personne qui est en harmonie, je dirais, totale avec son corps, qui a mis l'écoute de soi au centre de sa vie et de ses entraînements. J'ai jamais arrêté en fait de faire du sport. J'ai même participé aux Jeux Olympiques à Paris. Je peux dire que je suis beaucoup plus épanouie dans ma pratique. C'est paradoxal parce que je m'entraîne, je pense, 2 fois plus qu'à l'époque. Et pour autant, je dirais que je suis au moins 2 fois plus forte et 2 fois plus épanouie dans ce que je fais. Je suis vraiment passée d'un extrême, un extrême où j'avais aucune bienveillance envers moi-même, aucune écoute de moi, à l'extrême qui serait vraiment d'être dans une parfaite écoute, acceptation et adaptation, surtout, en fonction de ma fatigue, en fonction de ce que je ressens. J'ai énormément changé parce qu'aujourd'hui je parle et je communique avec mes proches, chose que je faisais pas avant, de comment je me sens. Cette expérience-là m'a ouvert les yeux grâce notamment à la thérapie que j'ai suivie et je me suis prise de passion pour le cerveau, les mécanismes de défense et comment justement les blessures des fois peuvent nous envoyer dans des schémas de pensée, de réflexion qui sont assez autodestructrices. J'en ai même fait mon métier. Aujourd'hui, je suis chargée de prévention santé-sécurité sur la partie justement des risques psychosociaux et j'interviens en entreprise pour parler de tout ce vaste sujet, on va dire, qu'est le cerveau, les émotions, la gestion du stress et comment on fonctionne. Ce message, il s'adresse à tout le monde, autant qu'on soit sportif ou non sportif, parce qu'avant tout, c'est l'humain, peu importe ce qu'on fait. Mais c'est vrai que le sport a cet avantage, je dirais, de nous faire vivre des choses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensément que dans un quotidien qui serait non sportif. En fait, on triche pas dans le sport, les émotions, elles sont tellement brutes et tellement décuplées. On peut vraiment être dans une forme d'expression de soi. J'ai d'abord expérimenté le fait d'être plutôt dans une carapace, jusqu'à ce que la carapace est devenue beaucoup trop petite pour tout ce que j'avais à exprimer. On n'est pas des machines, on n'est pas des super-héros,
aucun athlète de haut niveau ne l'est. On a une vulnérabilité qu'on peut vraiment transformer en une arme redoutable, parce que c'est la connaissance de soi, par extension la connaissance des autres, c'est quelque chose qui est fondamental. Plus on se connaît, plus justement je pense qu'on peut atteindre une forme de performance. Et beaucoup de personnes dont j'ai fait partie avant le burn-out étaient persuadées que les émotions étaient un frein, que l'humain était un frein à la performance, et que plus je ressemblais quelque part à un rock, plus je pourrais performer, et au final je me suis complètement trompée, et ça a même conduit à ma perte. Ce qui m'a sauvée dans la thérapie, c'est vraiment le fait d'être comprise et d'avoir accepté l'aide. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être des fois frustrant pour l'entourage, parce qu'on voit des personnes qui vont pas bien du tout, mais tant qu'eux n'ont pas pris la pleine mesure de ce qui leur arrivait, et tant qu'ils n'ont pas décidé d'aller mieux et de se faire aider, on pourra jamais rien faire. Ça doit vraiment être une démarche personnelle, ça doit vraiment venir de la personne, et d'avoir une forme d'humilité en se disant j'ai besoin d'aide. Ça aussi c'était difficile pour moi d'accepter, parce que je pensais vraiment que je pouvais tout gérer toute seule et que j'avais besoin de personne, alors qu'aujourd'hui j'ai pleinement compris la puissance et la force du collectif. Et derrière notamment chaque athlète, on nous voit sur la ligne d'arrivée, mais en fait derrière c'est évident qu'il y a toute une team qu'on ne voit pas. Mais évidemment, il y a une team, il y a des coachs, il y a un préparateur mental, il y a un préparateur physique, il y a un diététicien. C'est une énorme team qui me permettent et qui nous permettent d'accéder à nos objectifs. Mais c'est clairement pas nous tout seuls, et c'est comme ça finalement dans n'importe quel domaine. Merci d'avoir pris ce temps avec moi pour écouter cette part plus personnelle de mon histoire. Et si cet épisode a résonné en vous, ou si vous traversez une période d'épuisement ou même de remise en question, souvenez-vous, c'est souvent dans la vulnérabilité que commence la reconstruction. Prenez soin de vous, avancez à votre rythme et surtout, continuez à bâtir pour vous. À très vite dans un prochain épisode de Bâtir pour soi.